Le professeur Mickaël Perromort, chef du service d'urologie à l'hôpital Cochin à Paris, est votre invité, Sonia Mabrouk. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour, professeur Mickaël Perromort. Bonjour. Effectivement, vous n'êtes pas épidémiologiste, vous êtes chef du service d'urologie à l'hôpital Cochin à Paris. Avec vous, ce matin, nous allons parler d'un grand corps malade, notre hôpital. Si vous deviez, professeur, décrire l'état de notre hôpital depuis votre expérience, depuis votre poste actuellement, que diriez-vous ? Je dirais qu'il est très abîmé et qu'il ne remplit plus sa mission, c'est-à-dire répondre aux besoins de la population qui est malade. Malheureusement, nous avons beaucoup de personnel manquant qui quitte l'hôpital et nous avons des problèmes d'équipement, de salles d'opération. L'hôpital s'est beaucoup dégradé ces 20 dernières années. Ces 20 dernières années, nous allons en parler, c'est-à-dire que la crise que nous connaissons due à l'épidémie est un révélateur, mais c'est une dégradation qui date depuis longtemps. Bien sûr, je dirais même que pendant les pics épidémiques, les 2 premiers en tout cas, l'hôpital a retrouvé sa raison d'être, son enthousiasme. Les gens étaient très heureux de travailler au bénéfice des patients dans les réanimations et dans les services Covid. Et puis, entre les vagues, l'hôpital a repris ses mauvaises habitudes, a retrouvé ses dysfonctionnements et aujourd'hui, il est à plat. Nous allons parler de ces dysfonctionnements, mais professeur Perromort, est-ce qu'il y a un risque de saturation des hôpitaux ? Est-ce qu'il va grandissant ce risque depuis votre observation tout simplement dans vos services ? Il faut savoir que, de toute façon, en ce qui concerne les services de médecine et de réanimation, ils sont toujours ou quasiment toujours saturés, chaque hiver en tout cas, à cause des autres maladies infectieuses que le Covid. Donc c'est quelque chose que nous connaissons. La vraie question est de savoir si la montée en flèche de l'épidémie va se traduire par une saturation des patients Covid au détriment des autres. C'est ça la seule et unique question. Dans le Figaro Vox, le docteur Gérald Kierzek affirme qu'il ne faut pas faire porter la responsabilité de l'engorgement des hôpitaux aux non-vaccinés. On entend aujourd'hui cette musique de la responsabilité de mettre la pression sur les non-vaccinés. Est-ce que vous estimez que c'est légitime et est-ce que c'est efficace surtout ? Il a raison. Moi, je crois qu'en France, il y a assez peu de non-vaccinés. Il faut se rappeler que 90% des adultes en France sont vaccinés. Et même s'il y a par-ci par-là des gens réfractaires au vaccin, eh bien majoritairement les Français ont été responsables de ce point de vue-là. Non, je crois qu'il faut attribuer le délitement de l'hôpital à tous nos politiques, à tous nos gouvernants successifs, de droite, de gauche et du centre, qui n'ont rien fait pour sauver cette institution. Rien fait, dites-vous, c'est un diagnostic sévère ou peut-être lucide ? Je crois qu'il est lucide, il est partagé par beaucoup de mes confrères. Toutes les mesures qui ont été prises ces dernières années pour l'hôpital, et il y en a eu, sont allées dans le même sens, c'est-à-dire une gestion très comptable, très rigide, le pouvoir donné à l'administration, la mise au pas des soignants, la mise à l'écart de notre mission de soins. Ça doit être terrible pour vous de dire ça ce matin, la mise à l'écart de notre mission de soins. J'imagine que pour le professeur que vous êtes, évidemment le passionné de votre métier, c'est terrible. C'est très douloureux pour moi, ce d'autant que j'ai connu les dernières belles années de l'hôpital, que j'estime être entre les années 90 et 2000. J'étais tout jeune à l'époque, mais à l'époque, l'hôpital était heureux et les personnels étaient heureux d'y travailler. Et ça a beaucoup changé. Donc les fossoyeurs, même si le mot est fort, ce sont les politiques, une suradministration, une technostructure. Et en ce moment, professeur Perromort, il y a la question sur la fermeture de lits à cause, je le précise, des manques de soignants. Est-ce que ça se poursuit ? Bien sûr. À titre d'exemple, notre service d'urologie à l'hôpital Cochin a toujours 50% de ses salles d'opération fermées, faute d'infirmières de bloc, ce qui est absolument considérable parce que nous déprogrammons chaque semaine des patients et on estime que ces derniers mois, on a dû reporter ou annuler 380 interventions chirurgicales rien que dans notre spécialité, ce qui est tout à fait considérable. Mais que faire ? Quel sursaut ? Parce que là, c'est un manque de... On entend bien, c'est un manque de soignants qui entraîne cette fermeture de lits. Ce n'est pas une décision politique que de fermer les lieux, en tout cas en cette période-là. Bien sûr, c'est pour ça que je suis guère optimiste sur les mois et les années qui viennent. Je pense que la crise est profonde et durable, mais ça n'empêche qu'il faut prendre des mesures d'urgence pour essayer de redresser la barre. Oui, pardonnez-moi professeur. Alors les mesures, elles peuvent être financières, mais à mon avis, elles sont surtout
organisationnelle, c'est-à-dire qu'il faut faire revenir les décisions dans les services, reconcentrer le pouvoir médical au plus près des malades. Et comment justement retirer le pouvoir à la suradministration, à la technostructure pour le rendre entre vos mains? Ça va être difficile, il va falloir une volonté politique de faire, si je puis dire, mais il y a une très très grande réforme de l'hôpital qu'il faut faire, s'agissant de l'autonomie des services et de la répartition des pouvoirs. À mon sens, il faut que les chefs de service aient leur propre budget pour recruter du personnel et pour s'équiper, bien sûr sous le contrôle de la direction financière. Mais il faut que ça reparte du bas, c'est-à-dire du service. Il y a, il faut le dire, professeur Perremort, de l'argent, beaucoup d'argent qui est consacré, et fort heureusement, il faut s'en féliciter, à la santé dans notre pays. C'est près, je crois, de 11%. Un peu plus. Un peu plus du PIB français, c'est quand même conséquent, c'est au-dessus de la moyenne de l'OCDE. Mais alors, où va l'argent? L'argent va dans la bureaucratie. En fait, il faut considérer que le monde de la santé, c'est 3 groupes de personnes. Vous avez les soignants, les soignés et la technostructure au sens large, c'est-à-dire les gestionnaires. Dans notre pays, on a voulu absolument, depuis très longtemps, épargner aux patients d'avoir à contribuer. C'est-à-dire, nous sommes le pays où les soins sont les moins chers et le reste à charge est le plus faible de l'OCDE. De combien est-il d'ailleurs le reste à charge? Il faut le dire pour qu'on se rende compte. De 6,5%, ce qui est très très peu par rapport à nos pays voisins. Et donc, pour préserver absolument cette gratuité ou cette quasi-gratuité, il faut prendre ailleurs. Comme la bureaucratie s'est développée et la technostructure nous coûte beaucoup, eh bien les efforts se sont focalisés uniquement sur les soignants. C'est pour ça que les salaires sont faibles, c'est pour ça que les hôpitaux sont mal entretenus, c'est pour ça que la consultation du généraliste ne vaut que 25 €, alors, si etc., je vous entends, etc. Professeur Perremort, on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas à la fois avoir une médecine gratuite et une médecine de pointe. C'est exactement le problème. Mais quel choix faut-il faire? Parce que là, c'est pas évident. Moi, je on pense touche à des tabous, là. Je sais bien, mais je pense qu'il faut sauver le système. Et donc, pour sauver le système, il faut mettre à contribution les patients. Je sais que c'est douloureux. Les plus riches, ceux qui ont les moyens. Et tout le monde, je pense que chacun doit avec contribuer. Avec une pondération quand même, on imagine. Bien sûr, mais il y a trop de gens en France qui ne payent rien. Beaucoup trop. On estime qu'il y a environ 20 millions de personnes qui ne payent strictement rien pour être soignées. Il y a des abus considérables sur les arrêts de travail, sur les bons de transport, sur les mauvaises utilisations de certains soins, sur la surprescription. Vous savez qu'en France, 30% des actes sont considérés comme redondants ou inutiles en médecine. Et donc cette générosité qui s'est installée depuis des décennies finit par coûter très cher à la collectivité et empêche d'investir là où il faudrait. Mais attendez, là vous touchez à l'ADN finalement français. Bien sûr. C'est la sécurité sociale, c'est le remboursement des soins par la sécurité sociale. Vous savez que si vous y touchez dans ce pays, c'est pas du courage politique. Il faut, certains disent, même un suicide politique. Je suis pour que on continue à rembourser à 100% des soins fondamentaux, bien évidemment. Le cancer, le diabète, certaines urgences. Mais c'est surtout le reste qu'il y a des marges de manœuvre. J'en suis absolument convaincu. Vous savez qu'en bon de transport, c'est-à-dire qu'en taxi ou en ambulance, on paye 5 milliards par an pour beaucoup de gens qui n'en ont pas besoin. Il y a des marges de manœuvre considérables pour retrouver des budgets, rénover les hôpitaux et mieux payer nos infirmières. Considérables. La France est le pays le plus généreux pour les patients. Ça ne peut pas rester ainsi si on vous entend bien. Si on veut en tous les cas une médecine à la hauteur. Parce que ça finit par être contre-productif, c'est-à-dire que tout le monde le paye à la sortie. Tout le monde le paye. Le système est injuste. Le système est injuste, exactement. Sous couvert de générosité, on a fini par dégrader le système. Je vous ramène au variant Omicron, professeur Perremort. L'Europe tente de se protéger. En France, le gouvernement, qui veut vraiment éviter le reconfinement, assume une obligation vaccinale déguisée. Est-ce que de votre point de vue, c'est une bonne stratégie, logique et cohérente? Il y a 3 questions à se poser. Est-ce que c'est justifié ? Je crois que oui, puisque effectivement, après 2 doses de vaccination, il semblerait que l'immunité diminue. Bon, donc c'est justifié, oui. Est-ce que c'est efficace? Je pense globalement oui, puisque ça va pousser des millions de gens à aller faire leur 3e dose. Après, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est acceptable? C'est là que le bas blesse. Moi, je considère que le pass sanitaire, sur le plan fondamental, est une espèce de discrimination. C'est-à-dire qu'on autorise certaines personnes à avoir recours à certaines activités de base, si je puis dire, sur un critère médical, sanitaire. Ça me heurte, le principe me heurte, et ça devrait être une mesure, de mon point de vue, d'exception. Or, on est en train de constater que ça va durer dans le temps. Et c'est là
qu'éventuellement on peut trouver un problème. À titre personnel, je ne suis pas très favorable au pass sanitaire. Et alors, si je vous pose la question différemment, est-ce qu'il est efficace pour le contrôle de l'épidémie? Parce qu'on a bien compris qu'il pousse et que c'est une sorte de passe vaccinal, mais est-ce qu'il est efficace pour contrôler la propagation de l'épidémie? Je crois que non. Je ne suis pas épidémiologiste, mais tout le monde s'accorde aujourd'hui à peu près à dire que sur le contrôle de l'épidémie, l'action du pass est strictement marginale. En revanche, effectivement, ça a poussé des millions de gens à se faire vacciner, ce qui est une bonne chose, parce que au sein de ces millions de gens, il y en a qui sont à risque, qui sont âgés, qui sont diabétiques, qui sont hypertendus. Par contre, et là aussi c'est un autre reproche qu'on peut faire au pass sanitaire, et donc bientôt au pass vaccinal, c'est qu'il y a des millions de gens qui sont vaccinés pour rien, parce qu'ils ne sont pas à risque. Tous les jeunes, par exemple, tous les gens qui ont 40, 50 ans... Pour rien, professeur Perremont, pour rien? Ils auraient pu ne pas l'être. Oui, à mon avis, ils sont vaccinés pour rien, dans la mesure où eux-mêmes ne sont pas à risque de faire des formes graves. Donc concentration des efforts d'abord, évidemment. C'est ce que je crois on aurait tous souhaité. Ce qu'il aurait fallu faire, alors peut-être depuis le début, en tout cas, aller vers cette population-là. Beaucoup de gens plaident, et moi je suis très favorable à ça, c'est-à-dire cibler les gens à risque et laisser le virus circuler chez tous les autres, et donc chez les enfants. Pour la vaccination des enfants, moi, devine votre réponse. Que c'est une hérésie. Bien. Une hérésie? Oui, je pense que c'est une hérésie parce que dans le rapport bénéfice-risque, eh bien, c'est très défavorable. Vous savez que les enfants ne font pas de forme grave et c'est tant mieux. Il y a, je crois, une vingtaine d'enfants en tout et pour tout depuis 2 ans qui sont morts du Covid, et encore, ils sont souvent morts avec le Covid. C'est-à-dire 4 fois moins que d'enfants qui sont morts de gastro-entérite ou de la grippe saisonnière banale. Mais on a bien compris que ce n'était pas pour leur bénéfice individuel, mais pour le bénéfice collectif, cette logique-là, faire vacciner les enfants. Je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord. Si tous les gens à risque sont vaccinés, ceux qui ne sont pas, n'ont pas à l'être. Mais ils ne le sont pas encore, professeur Perremont. Exactement. Donc, c'est vers ce public-là, on l'a bien compris. Exactement. Un tour de vis dès le Nouvel An, comme le recommande le Conseil scientifique pour préserver l'hôpital, ça vous semble logique? L'hôpital ne sera pas préservé quoi qu'il arrive parce qu'il est déjà saturé par le reste. L'hôpital est à genoux. C'est pas quelques centaines de patients Covid de plus ou de moins qui vont changer la donne, croyez-moi. Nous ne savons pas tout, et pas grand-chose d'ailleurs à vrai dire sur le variant Omicron. Laissons ces conclusions aux épidémiologistes si vous le voulez bien. Mais est-ce qu'on a raison ainsi de s'inquiéter? Parce qu'il y a une forme, je ne veux pas employer des mots trop anxiogènes, mais véritablement une ambiance de peur dans notre pays et dans différents pays. Est-ce que c'est exagéré ou est-ce que c'est à la mesure de ce qui est en train de se passer? Moi, je crois que c'est exagéré. Cette épidémie qui est quand même assez inédite et spectaculaire est finalement pas si grave que ça, parce que quand vous regardez objectivement les chiffres, vous avez grosso modo un taux de mortalité sur l'ensemble de la population qui est de 0,15%. Ça, c'est pour le chiffre brut, si je puis dire. Et puis, il faut voir aussi qui meurt. Dans la majorité des cas, ce sont des personnes âgées. La médiane d'âge, c'est 85 ans. Je n'ai rien contre les personnes âgées, mais c'est quand même beaucoup moins grave que si c'était les jeunes. Mais est-ce qu'on peut dire cela ainsi, comme vous le dites calmement ce matin au micro d'Europe 1, sans provoquer de vives réactions, professeur Perremont? Je sais bien que nous sommes dans une société de la polémique et de la vindicte populaire, mais c'est une réalité. En fait, je suis désolé de le dire, je suis tout à fait sincère et honnête. Cette épidémie n'est pas si grave. Ça n'est pas la diphtérie, ça n'est pas la peste, ça n'est pas le choléra. On n'enjambe pas les morts sur le trottoir, à ma connaissance. Donc, le vrai problème de cette épidémie, c'est que l'hôpital est vulnérable et ne peut pas se permettre d'accueillir d'un seul coup une vague de patients atteints de formes sévères. Donc c'est une crise en fait pérenne de l'hôpital que nous vivons. Exactement, beaucoup plus qu'une épidémie absolument majeure. Beaucoup plus que ça. Le vrai problème, c'est l'hôpital. Je reviens pour conclure à ce que vous nous avez dit depuis le début. Vous avez dénoncé, en tout cas, vous avez pointé le problème de la technostructure, de ces logiques-là. Nous sommes en campagne présidentielle. Quel candidat pourrait tenir ce genre de propos, justement? Qui pourrait le dire pour tout changer? Vous y croyez? Je n'y crois pas vraiment. Il y a quand même une prise de conscience sur la suradministration et sur le ras-le-bol général des soignants. Donc je pense que tous les candidats vont forcément mettre le doigt sur un projet qui améliore l'organisation interne de l'hôpital. Mais de là à vraiment faire les réformes de fond et d'y aller vraiment avec courage, je suis plutôt pessimiste. Peut-être, en tous les cas, en vous entendant ce matin, il y aurait une forme de prise de conscience. Je vous remercie, en tous les cas, le professeur Perremont, pour la clarté de vos propos. Je rappelle que vous êtes chef du service d'urologie à l'hôpital Cochin et auteur de ce livre, Hôpital, ce qu'on ne vous a jamais dit. Bien, vous l'avez dit ce matin aux éditions Albin Michel. Merci à vous. Merci beaucoup.